Bonjour à tous, bienvenue dans cette 22e rencontre dans le cadre de ce cycle de cours intitulé Analyse mathématique pour les équations aux dérivées partielles. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'établissement d'autres propriétés de l'espace de Sobolev H1 de oméga et nous allons enfin mettre en œuvre ces résultats, cette structure particulière d'espace fonctionnel pour établir l'existence et l'unicité de la solution d'un problème d'équation aux dérivées partielles et de sa formulation variationnelle associée, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, équivalente. C'est pour tout de suite. Alors, je vous rappelle que l'espace H1 de oméga, c'est l'ensemble des fonctions petit v appartenant à L2 de oméga, telles que dv sur dxi appartiennent à L2 de oméga, quel que soit i égale 1, 2, parce que nous sommes dans R2 et nous pourrions l'écrire dans Rn, mais cela n'apporterait pas grand-chose. Alors, la propriété suivante, c'est la propriété de densité. Donc, théorème. Je vous rappelle que nous avions vu que d d'oméga est dense dans L2 et on peut se poser la question de qu'en est-il de d d'oméga dans H1, c'est-à-dire dans un espace plus petit que L2, puisque H1 est inclus dans L2, d est inclus dans H1 qui lui-même est inclus dans L2, d est dense dans L2, qu'en est-il de d dans H1? Eh bien, théorème, soit oméga, un ouvert régulier et borné de R2, alors, eh bien, D de oméga bar, attention, est dense dans H1 de oméga. Est dense dans H1 de oméga. Autrement dit, ce n'est pas D de oméga qui est dense dans H1 d'oméga, mais d de oméga bar, c'est-à-dire qu'il va falloir considérer les fonctions C infinies à support compact inclus dans oméga bar, ce qui veut dire que ce sont des fonctions qui ne seront pas obligatoirement nulles au bord de oméga. Mais par contre, à partir du moment où on considère un ouvert oméga, comme vous voyez, qui est borné, en remarque, eh bien on va avoir la chose suivante, on va avoir que d de oméga bar est inclus dans C1 0 de oméga bar. Mais qu'est-ce que c'est que C1 0 de oméga bar, si ce n'est que c'est C1 de oméga bar? D de oméga bar est évidemment inclus dans C1 0 de oméga bar, puisqu'il y a plus de régularité dans D de oméga bar, mais C1 0 de oméga bar, ce ne sont pas des fonctions qui s'annulent sur le bord. Ça aurait été le cas si on avait été dans l'espace C1 0 de oméga, oméga ouvert. Mais à partir du moment où le support est inclus dans oméga bar, les fonctions de C1 0 de oméga bar, comme d'ailleurs de D de oméga bar, ne sont pas obligatoirement nulles sur le bord. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, je le répète, dans D d'oméga ou dans C1 0 d'oméga. Alors, vous voyez l'histoire, c'est que comme D de oméga bar est dense dans H1 de oméga, eh bien, évidemment, tout ça, c'est inclus dans H1 de oméga. Les fonctions C1 d'oméga bar, évidemment, sont des fonctions de carré intégrable à dérivée forte, cette fois-ci de carré intégrable, sur oméga, et donc ce sont des fonctions de H1 d'oméga. Et alors à partir du moment où D d'oméga bar est dense dans H1 d'oméga, ce qui est l'objet de ce théorème, C1 ou C1 0 d'oméga bar, qui coïncide parce que oméga est borné, eh bien, sont deux espaces, enfin, c'est un espace également, C1 0 d'oméga bar, ou C1 d'oméga bar est un espace dense dans H1 d'oméga, puisqu'il contient en son sein un espace, D d'oméga bar, qui est dense dans H1 d'oméga. Ça, c'est la clé de la densité. Dire que C1 d'oméga bar est dense dans H1 d'oméga. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout élément de H1 d'oméga est la limite d'une suite de C1 d'oméga bar. Eh bien, je vais choisir comme suite d'éléments de C1 d'oméga bar celle qui se trouve en son sein de C1 d'oméga bar, mais qui se trouve en fait dans D d'oméga bar. Et ça, je sais qu'il existe des suites de d d'oméga bar qui vont converger vers n'importe quel élément choisi initialement dans H1 d'oméga. C'est l'objet de ce théorème qui dit que d d'oméga bar est dense dans H1. Et donc ça veut bien dire
Ce que l'on vient de voir, c'est donc que C1 de oméga bar est dense dans H1 de oméga. Je répète, ici, si oméga est un ouvert régulier, hein, je n'ai pas spécifié la régularité, mais prenez un ouvert vraiment bien sympathique pour à bord dont la tangente est continue sans aucun problème. Il pourrait y avoir des points anguleux, mais pas des points de rebroussement, faites attention, et encore moins de type des points de fissure, comme on dit. Ce ne sont pas des ouverts réguliers, mais je n'ai pas insisté pour l'instant dans nos investigations sur les propriétés véritablement topologiques de ces bords et de ces ouverts de R2 ou de Rn. Donc si oméga est un ouvert régulier, borné de R2. Et donc, à partir de ce constat, compte tenu de cette cascade d'inclusion d'espaces fonctionnels, eh bien, on voit bien que H1 de oméga apparaît comme le complété de C1 de oméga bar. Celui pour lequel notre tentative d'application du terme de l'axe Milgram avait échoué par manque de complétude, justement celle que nous venons d'obtenir en passant de C1 d'oméga bar à H1 d'oméga. Alors revenons à ce problème modèle et voyons maintenant tout ce que l'on peut dire avec ces outils d'espace de Sobolev et de dérivés faibles. Donc application maintenant complète. Application à l'existence et l'unicité de la solution d'un problème elliptique du second ordre. D'un problème elliptique du deuxième ordre, du second ordre. Alors, ce problème, eh bien, nous l'avions déjà envisagé, je vais vous le rappeler, et évidemment, nous allons aller jusqu'au bout, cette fois-ci, de nos investigations, moyennant quelques résultats qu'il va nous falloir mentionner, établir, pour certains, en cours de route. Le problème, c'était moins Laplacien U plus U égale F dans oméga, avec F donné appartenant à L2 de oméga. Oméga, un ouvert régulier, encore une fois, prenez le premier cas le plus simple où vous avez vraiment une frontière où en tout point vous êtes en mesure de définir la tangente en chaque point de la frontière. Il pourrait y avoir un affaiblissement de cette condition, mais ce n'est pas pour un premier cas d'application. Et puis U sur le bord égale 0. Donc voilà typiquement un ouvert oméga régulier. On va définir la normale extérieure unitaire à ce domaine oméga. On a norme de n égale 1. Norme dans un R2, hein, c'est un vecteur. Et donc le bord oméga, le voilà, hein, des ronds oméga. Alors, je vous rappelle, ou si je n'avais pas suffisamment insisté, là je vais vraiment insister. Si je dis ici, trouver U solution, trouver U solution de ce problème n'a pas de sens. Vous ne cherchez pas une solution dans l'espace intersidéral. Si vous cherchez une fonction, il faut chercher une fonction dans un espace fonctionnel. Si vous cherchez un nombre, il faut chercher un nombre dans un ensemble numérique, dans un espace numérique, etc. Donc le périmètre de recherche va conditionner l'existence et ou l'unicité de la solution du problème que vous considérez. Alors, je vais considérer un problème ici, un cadre fonctionnel, un périmètre de recherche qui est naturel, à savoir, comme f est dans L2, et que f est égal à moins Laplacien U plus U, ça veut dire que moins Laplacien U plus U est dans L2. Donc la somme des dérivées partielles secondes, des 2U sur dx2 plus des 2U sur dxy2,
au signe près plus la fonction, eh bien le tout c'est une fonction de L2 qui est donnée, qui s'appelle petit f. Donc vous voyez que si je garantis que U et ses dérivées partielles secondes sont dans L2, eh bien la première équation a un sens et ceci est conditionné par l'information dont on dispose. F est dans L2 d'oméga. Ça ne sera pas toujours cette information, il y en aura pléthore d'autres, mais encore une fois, commençons par ce premier cas. Et donc, si je vais dire, je cherche U dans H2 de oméga. H2 de oméga, qu'est-ce que c'est que ce H2 d'oméga? Avec, vous avez deviné, H2 de oméga, l'ensemble des fonctions V appartenant à L2 de oméga, telles que dv sur dxi appartiennent à L2 de oméga, et telles que d de v sur dxi dxj appartiennent aussi à L2 de oméga pour i et j appartenant à 1, 2. Vous êtes dans le plan, vous avez des coordonnées x1, x2, et voilà ce que l'on considère comme espace de recherche. On va dire qu'on en met de trop. D'abord, les dérivées partielles premières, j'en ai pas besoin. Eh bien, avant de supposer que les dérivées partielles secondes sont dans L2, il est complètement légitime, et vous avez la possibilité de comprendre pourquoi je vais d'abord garantir que les dérivées partielles premières sont dans L2. Je vous rappelle, si vous regardez juste les dérivées partielles premières dans L2, ça veut dire en fait on parle de dérivées partielles faibles. Autrement dit, on a une fonction dans L2, petit v, et quand on dit dv sur dxi est dans L2, ça veut dire qu'il existe une fonction dans L2 notée dérivée partielle faible, première, qui se trouve, qui est une fonction elle-même dans L2 qui vérifie la relation de dérivée partielle première faible. Je ne reviens pas là-dessus, ce sont les cours précédents. Et bien à partir du moment où j'ai une fonction qui est maintenant la dérivée partielle première, appelez-la oméga i, comme on l'a appelé les séances précédentes, oméga i est dans L2. Est-ce que oméga i elle-même a des dérivées partielles faibles? C'est bien la question. Dans L2. Autrement dit, quand j'écris ici dv sur dxi, dxj, je ne fais qu'envisager la dérivée faible, ou les dérivées partielles faibles, de la dérivée partielle faible de petit v du premier ordre, dv sur dxi. C'est la raison pour laquelle il est complètement raisonnable, avant de parler de dérivée partielle seconde faible, d'envisager que la fonction petit v, dans cet espace fonctionnel, admet déjà une dérivée partielle première, des dérivées partielles premières, du premier ordre qui sont faibles. Et dès lors qu'elles sont faibles, cet espace fonctionnel vous dit, eh bien, on peut incrémenter et avoir des dérivées partielles secondes faibles, elles-mêmes, en quelque sorte, les dérivées partielles premières faibles des dérivées partielles premières de petit v. Voilà. Et donc, cette équation-là, je vais l'envisager, en quelque sorte, quand on dit dans oméga, c'est point par point, mais en fait, on la regarde, vous voyez, dans le sens d'équation dans L2, en quelque sorte. Puisque c'est vrai que l'équation est posée pour chaque point petit m ou grand m de oméga, mais de cette équation-là, je regarde plus l'équation ponctuelle numérique qui, à xy ou à x1, x2, me donne f de x1, x2, et la même chose pour le membre de gauche. Non, je regarde maintenant cette équation comme une équation fonctionnelle. Et je la regarde où? Dans L2, puisque f est dans L2. Alors, on se dit que moins Laplacien U constitué des dérivées partielles secondes, eh bien, on va parler de dérivées partielles secondes dans L2, c'est-à-dire dérivées partielles secondes faibles. Maintenant, vous comprenez le propos de cet espace H2. Alors, ce problème continue. Eh bien, formellement, en tout cas, on a établi, rappelez-vous, quand ce n'était pas dans L2, mais quand c'était dans C2 de oméga bar, c'est-à-dire on envisageait des dérivées partielles au sens classique du terme, des dérivées partielles fortes, eh bien on a montré que PC, hein, je vais le dire formellement, comme ça, formellement, et je vais expliquer pourquoi, eh bien impliquait le problème variationnel suivant, à savoir trouver U. Alors, je vais préciser tout de suite où, comme mon propos c'était de vous sensibiliser sur le fait qu'il est absolument indispensable de préciser le contour de recherche. De quoi? Du problème qui consiste à, et ça je l'ai établi avec des fonctions qui étaient, je répète, C2, et puis là pour le coup c'était C1,
plus UV. Et ça, c'était égal à l'intégrale de FV, quel que soit V appartenant à un espace fonctionnel grand V. Et je vous rappelle que pour grand V, dans notre première tentative d'application du théorème de Lax-Milgram, on avait pris C1 de oméga bar, parce qu'on avait dit, bah oui, une fonction qui est C1, d'abord elle est C0, et puis elle est C0, elle est multipliée contre une fonction qui est dans L2, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle-même elle est C0, V était C0, V2 était C0, l'intégrale de V2 existait, etc. On avait donné un sens à tout cela dans un cadre de fonction régulière. Mais je vous rappelle qu'on avait pu conclure, puisque le théorème de Lax-Milgram ne s'applique que dans l'espace de Hilbert, et C1 de oméga bar, qui était l'espace grand V dans cette perspective de la vidéo du cours de 18 ou 19, quelque chose comme ça, donc il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous, on était arrivé à une conclusion d'inadaptabilité du cadre fonctionnel par rapport aux conditions du théorème de Lax-Milgram. Eh bien là, aujourd'hui, eh bien, on va dire que V, c'est l'espace H1 de oméga inter les fonctions telles que V sur le bord est nul. Et je vous rappelle que cette formulation-là, on l'obtient en prenant la première équation, on multiplie par une fonction qu'on appelle fonction test. V, on va leur donner un lieu de vie à ces fonctions de test, voilà le lieu de vie. Et donc, une fois qu'on l'a multiplié par V, on intègre et on utilise la formule de Green. Oui, mais non, parce que la formule de Green, on la connaît dans C1 de oméga bar. Or là, ou dans C2 de oméga bar, en tout cas, c'était le point de départ qui n'était pas à l'époque dans H2. Et donc, on a besoin de deux résultats pour obtenir PC implique PV dans ce nouveau cadre fonctionnel. À savoir, première chose, on a un premier gros théorème qu'on appelle un théorème de trace. Donc avec ce premier théorème, je vais l'évoquer, je vais l'énoncer. Technique à démontrer, donc je n'ai pas pris la décision de vous la proposer. C'est ce qu'on appelle les recouvrements de cartes locales, des choses qui sont un peu techniques, qui peuvent être appréhendées, mais pas tout en même temps, encore une fois. Alors, théorème de trace locale veut dire la chose suivante. Si oméga est un ouvert suffisamment régulier, on dit de classe C1 pour être proche de ce qui existe dans la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire de classe C1 ? Je vais dire plus que ce qui est proposé. C'est des ouverts dont le bord ont une continuité dans le vecteur tangent. Ce qui n'est pas vrai, on a besoin de moins. Conservez à l'esprit qu'un ouvert de classe C1, les ouverts dont je vais parler sont de classe C1 largement. En quoi consiste-t-il ? Eh bien, en tout point du bord, il y a un vecteur tangent qui est continu. Il n'y a pas de coin, il n'y a pas d'angle, vous voyez, il n'y a pas de choses comme ça. Eh bien, de classe C1, borné de R2, de R2, parce que nous sommes dans R2. Alors, l'application gamma 0. Définie par. Et voilà sa définition. Eh bien, gamma 0, c'est une application qui va aller de H1 de oméga à valeur dans L2 du bord. À une fonction petit v de H1, on va définir l'image de cette fonction v comme la trace, les valeurs de v sur le bord. Alors, cette application-là est linéaire. Ça va pas être très difficile à obtenir par construction. Cette application est manifestement linéaire et continue. Et étant linéaire, dire qu'elle est continue, ça veut dire qu'il existe une constante. Il existe une constante C positive, telle que quel que soit V appartenant à H1 de oméga, eh bien, vous ayez la norme de V dans L2 du bord, qui est inférieure ou égale à la C fois la norme de V dans H1 de oméga. Ça, c'est un gros théorème de trace. Alors, plusieurs remarques pour ce théorème. Première remarque, il conviendrait d'écrire, par abus de notation,
On note, on écrit, si vous voulez. On aurait dû écrire gamma 0 de V dans L2 de oméga, du bord. On aurait dû écrire norme de gamma 0 de V dans L2 du bord, puisque ça veut dire que bien que cette application est continue, rappelez-vous ces propriétés que nous avions vues dans l'espace de Banach, et ça, on va le noter par abus de notation, norme de V dans L2 du bord. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, donc remarque numéro 1. Deuxième remarque numéro 2, fondamentale. Cette application trace et ses propriétés donc, de continuité, en fait, permettent de définir en chaque point du bord la valeur d'une fonction de H1, sa trace. Gamma 0 permet de définir, puisque cette application existe, elle est bien définie, elle est même linéaire et continue, donc elle permet de définir les valeurs d'une fonction petit v appartenant à H1 de oméga sur le bord des ronds oméga. Et cette propriété est fausse pour une fonction de L2 de oméga. On ne peut pas garantir cette propriété de définir la trace d'une fonction de L2 de oméga sur le bord de oméga. C'est la deuxième remarque. Alors, avec ce théorème, eh bien, on va établir un théorème qui est le deuxième outil, le deuxième ingrédient qui va nous permettre ensuite de passer de PC à PV, mais pas d'une manière formelle cette fois-ci, mais d'une manière parfaitement justifiée. C'est le théorème de la formule de Green. Mais la formule de Green, que j'ai rappelée tout à l'heure et qu'on connaissait de base dans C1 de oméga bar. Mais maintenant, on a la nécessité d'écrire la formule de Green, pas dans C1 d'oméga bar, mais dans H1 d'oméga. La voilà. Quel que soit UV appartenant à H1 de oméga, eh bien, on va démontrer que l'intégrale sur oméga de U dV sur dxi, c'est égal à moins l'intégrale sur oméga de V du sur dxi, plus somme sur le bord. Donc formellement, c'est pareil, hein, de U, V, NI, avec NI, rappelez-vous, c'est N scalaire XI. Vous êtes ici dans le plan, vous avez X1 et X2, qui sont des vecteurs normés, orthonormés, même ici dans le cas présent. Donc cette formulation de cette formule de Green, la formule de Green ainsi écrite, et puis ça c'est valable pour tout I, hein, c'est-à-dire pour I égale 1 à 2, eh bien cette formulation-là, c'est formellement la même que celle que nous avions vue, mais dans le cadre régulier que vous connaissiez, et dont je vous rappelle que je vous avais sensibilisé sur le fait que cette formule de Green, dans le cadre des fonctions régulières, ce n'est ni plus ni moins qu'une intégration par partie généralisée à deux variables. Alors ici, attention, U et V sont dans H1, donc ici, même si le formalisme est le même, et pour cause, dV sur dxi, c'est la fameuse fonction dans L2, la dérivée faible de V. Du sur dxi, même cause, mêmes effets, c'est la notation qui correspond à la dérivée faible de la fonction petit u qui est dans H1, donc U qui est dans L2. Très bien. Comment allons-nous démontrer cette propriété ? Eh bien, on va utiliser le fameux théorème avec lequel nous avons commencé notre séance, à savoir que D de oméga bar est dense dans H1. Or, D de oméga est dense, D de oméga bar est dense dans H1. Ça veut dire que, quel que soit UV appartenant à H1 de oméga, il existe de suite UN, Vn appartenant à D de oméga bar, tel que, eh bien j'ai envie de dire de manière symbolique, et j'ai utilisé cette notation pour raccourcir le tout, UN tend vers U au sens de la norme H1, et Vn tend vers V au sens de la même norme H1. D'accord, H1 de oméga.
Et donc, on connaît la norme H1 de oméga, et on comprend ce que veut dire que la suite UN converge vers U. Ça, c'est la densité de D de oméga bar dans H1. Oui, mais, premier OR, le voilà. Deuxième OR, D de oméga bar est évidemment inclus, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans C1 de oméga bar, qui peut le plus, peut le moins. Mais dans C1 d'oméga bar, on a la formule de Green classique. Donc, pour UN et Vn, qui sont dans D de oméga bar, on peut utiliser la formule de Green classique, à savoir, on a alors, eh bien, somme sur oméga de UN, D de Vn sur dxi, qui vaut moins somme sur oméga de D de UN sur dxi fois Vn, plus somme sur le bord de oméga de UN Vn fois Ni. Ça, c'est la formule de Green pour les fonctions régulières. Alors, vous voyez ce qu'on a envie d'écrire, et on va le justifier quand même aussi bien que l'on pourrait le faire. Ça, c'est vrai, quel que soit n appartenant à grand N, et par cette propriété qui est vraie dans D d'oméga bar, on voudrait passer à la limite et dire, eh bien ça va tendre vers l'intégrale sur oméga de U dv sur dxi, et on va passer à la limite des deux côtés. Donc ça va tendre vers du sur dxiv, plus somme sur oméga de u v ni, entre parenthèses, passage à la limite. Alors, c'est bien beau de le dire, mais on va quand même le constater de nos propres yeux, c'est-à-dire l'établir, ce passage à la limite. Souvent, de nouveau, les auteurs, arrivés à cette ligne-là, disent, par passage à la limite, on obtient la propriété justement dans H1 d'oméga, alors qu'on était parti d'une propriété dans C1 0, c'est-à-dire même dans D de oméga bar. Alors, ce que l'on veut montrer, c'est, par exemple, le membre de gauche, on voudrait regarder UN D de Vn sur dxi, et on voudrait démontrer que ça tend vers U dv sur dxi. C'est bien ça, l'intégrale sur oméga. Et vous avez compris que ce que je vais faire pour cette intégrale-là, par symétrie d'écriture, vaudra pour cette intégrale-là. Par contre, après, on fera encore un zoom en ce qui concerne la convergence de cette intégrale de bord vers celle qui nous intéresse. Alors, écoutez, ça, c'est ni plus ni moins l'intégrale sur oméga de UN d de Vn sur dxi moins U d de V sur dxi. Hein? Voilà. Alors, ce que l'on sait, c'est UN tend vers U dans H1, donc UN tend vers U dans L2, et on sait aussi que D de UN sur dxi tend vers DU sur dxi en norme L2, puisque la norme H1, c'est la somme de ces deux normes L2 qui me permettent de dire que si UN tend vers U en norme H1, j'ai UN qui tend vers U en norme L2, et j'ai DUN sur dxi qui tend vers DU sur dxi en norme L2. Donc il faut que je fasse apparaître ces différences, UN moins U, et D de UN sur dxi moins DU sur dxi. Autrement dit, ici, je vais dire que c'est somme sur oméga, alors je vais faire apparaître UN moins U, mais vous voyez que UN est multiplié par D de Vn, donc il est légitime de marquer D de Vn sur dxi. Oui, mais je viens de dire que ça, je sais la différence par rapport à dv sur dxi. Donc ça, cette quantité-là, je fais apparaître ces deux quantités, celle-ci en norme L2 tend vers 0, j'ai dit en norme L2, et celle-ci en norme L2 tend vers 0, c'est ce qui est ici. Alors, il faut d'abord, pour faire apparaître ces normes L2, on va le voir tout de suite, je vous le dis tout de suite, c'est le cas de le dire, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais maintenant, on va juste voir la correction qu'on vient d'apporter. Alors, UN d de Vn sur dxi, ben le voilà. Et puis ici, on a un moins UN qu'on n'avait pas, dv sur dxi. Donc, c'est plus UN dv sur dxi. Je voudrais vous le faire comprendre en termes de construction plutôt qu'en termes de réception de résultats, ce qui n'est pas très intéressant. Ensuite, ici, on a un moins U d de Vn sur dxi, on ne l'avait pas non plus, donc il faut mettre plus U d de Vn sur dxi, hein, ce terme-là,
qui apparaît, on ne l'a pas ici. Et puis ici, il y a un plus U dV sur dxi, alors que là, ici, on en a un moins U dV sur dxi, donc il faut en mettre moins 2 U dV sur dxi. Donc si je fais ça comme ça, si vous voulez, eh bien, on a une égalité. Ça, c'est clair. Alors, dernier coup de lissage, et vous voyez, vous allez voir tout de suite que ça va être particulièrement intéressant maintenant. Donc là, j'ai UN moins U d de Vn sur dxi moins d de V sur dxi. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un UN dV sur dxi, mais j'ai un dV sur dxi qui est là et j'ai un moins U, moins 2U. Donc je vais en prendre un. Ça va me donner un UN moins U dV sur dxi. Du coup, j'ai pris celui-là et j'en ai pris un des deux négatifs, enfin des moins U dV sur dxi. Et puis, il m'en reste un U avec encore un U en signe moins. Donc, j'ai un U facteur de d de Vn sur dxi moins dV sur dxi. Et là, j'ai de nouveau une égalité parfaite. Et pour le coup, je vais pouvoir conclure sur la convergence de cette intégrale vers celle-ci, c'est-à-dire de montrer que cette différence en valeur absolue tend vers 0. Alors, on y va. On a donc que l'intégrale en valeur absolue de l'indifférence, c'est-à-dire UN d de Vn sur dxi moins U dV sur dxi est inférieure ou égale à quoi? La valeur absolue, l'intégrale de la valeur absolue de l'intégrale, inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Et la valeur absolue de cette parenthèse, c'est ni plus ni moins la valeur absolue de ce crochet qui est là. Donc vous voyez que je vais utiliser 3 fois l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz, on va le mettre au-dessus, comme d'habitude. Et donc j'ai, pour le premier terme, norme de UN moins U en norme L2, norme de d de Vn sur dxi moins dv sur dxi en norme L2. J'écris pas que c'est L2 de oméga, on intègre sur oméga, donc c'est L2 de oméga. Et puis après, j'ai plus, avec Cauchy-Schwarz, la norme de UN moins U en norme L2, norme de dv sur dxi en norme L2, norme de dv sur dxi en norme L2, de nouveau. Et puis la troisième, plus norme de U en norme L2, plus, je vais le mettre là, norme de U en norme L2, fois la norme de dvn sur dxi en norme L2, moins norme de dvn sur dxi moins dv sur dxi en norme L2. 3 fois l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors vous voyez que c'est terminé, parce que ça tend vers 0, ça tend vers 0, et ça tend aussi vers 0, car on utilise, j'ai UN qui tend vers U en norme H1, ça veut dire que norme de UN moins U en norme H1 de oméga tend vers 0. Écrivez la définition de la norme H1. Ça veut dire que la norme de UN moins U H1 carré plus norme de DUN sur DXI moins DU sur DXI en norme L2, pardon. Ça veut dire que la norme L2 au carré plus celle-ci au carré tend vers 0. Donc ça veut bien dire que UN tend vers U en norme L2, le voilà. Et ça veut bien dire que D de UN tend vers DU sur DXI en norme L2. Et là, c'est D de Vn. Mais, donc là, j'ai 2 fois la norme. Ouais. Donc là, j'ai 2 fois la norme de UN moins U en norme L2 que j'utilise directement. Et celle-ci tend vers 0. Par analogie, hein, on a aussi que Vn tend vers V en norme H1. Donc celle-ci tend vers 0 à l'image de celle-ci qui tend vers 0 pour la fonction petit u. Et donc, de même, on a, eh bien, on a que l'intégrale, donc là, c'était U dv sur dxi. Donc, on a maintenant dun sur dxi, le second membre de la formule de Green, fois Vn, eh bien, tend vers
l'intégrale sur oméga de, hein, c'est la partie complémentaire, vers du sur dxi, pardon, vers du sur dxi fois v, pour les mêmes raisons, à l'image de cette différence qui va tendre vers 0 par rapport à cette triple utilisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, à condition d'avoir restructuré cette différence à l'aide des termes complémentaires comme je vous l'ai proposé. Alors il reste quand même, pour conclure, il reste quand même l'intégrale de bord, puisque là on a défini, on a bien montré qu'on pouvait passer à la limite dans la formule de Green dans d d'oméga bar pour les intégrales concernant l'intégrale sur oméga, membre de gauche, l'intégrale sur oméga, membre de droite. Qu'en est-il du terme de bord? Donc, dernier point qu'il nous faut aborder, c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir dire de l'intégrale sur d rond oméga de un vn fois ni moins l'intégrale sur oméga de u v ni. Hein, on aimerait bien montrer que ça tend vers 0. Alors ça, comme tout à l'heure, en structure, c'est exactement pareil. Vous avez un vn moins uv, on va même dire un vn ni moins uv ni, et ça c'est sur le bord, et ça c'est sur le bord. Donc on veut montrer maintenant que cette différence sur le bord tend vers 0, cette différence sur le bord c'est celle-ci bien évidemment, et alors on va faire apparaître de nouveau un moins u et Vn moins V. Donc en fait, je vais écrire que c'est égal à l'intégrale sur le bord de Un moins U, Vn moins V. Hein, vous voyez, par symétrie d'écriture, je ne sais pas si vous l'avez, enfin c'était effacé, enfin on peut le refaire. Hein, alors maintenant que j'ai ça, regardons ce que l'on a. On a bien Un, Vn, Ni, le voilà. Maintenant on a un Un V, donc plus Un V Ni moins Un V Ni, je ne l'ai pas, je le rajoute. Et puis maintenant j'ai un moins, donc plus de nouveau un U Vn Ni que je n'avais pas. Et puis j'ai de nouveau, vous voyez, plus UV Ni, donc il me faut un moins 2 UV Ni. Hein. C'est exactement en structure la même chose que tout à l'heure. Donc je vais le réécrire. J'aurais pu le faire directement par analogie, mais autant le recommencer avec vous une deuxième fois. Donc on a cette première quantité, je n'y touche pas. Alors qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un UNV avec un UVNI. Donc je vais mettre plus UN, j'en prends un des UV là, donc moins U fois VNI. Et puis, donc ça c'est fait. Et puis là j'ai un plus, vous voyez quoi? J'ai un U facteur de Vn moins V, Ni. Contrôle. Vous avez ici UNV et UVNI, UNVNI, UVNI. Et là, vous avez un UVN avec un U qui est factorisable, Vn moins V, Vn moins V, Ni. C'est parfait. Et donc là, eh bien, on a de nouveau, a priori, une structure qui se prête à nos histoires. Mais attention, on est maintenant sur le bord. Donc en fait, maintenant, on n'a que la valeur absolue de l'intégrale sur le bord. On est sur le bord de, eh bien, je vais dire UN, Vn, moins UV, si vous voulez, Ni. C'est inférieur ou égal à l'intégrale sur oméga. Alors là, je vais écrire, pour le coup, tout. UN moins U, Vn moins V, module valeur absolue de Ni. Et puis plus l'intégrale, c'est sur le bord d'oméga, et puis là sur le bord d'oméga de nouveau, il va y avoir un UN moins U fois V en valeur absolue fois valeur absolue de Ni. Et puis il y a enfin somme sur le bord de valeur absolue de U, valeur absolue de Vn moins V, valeur absolue de Ni. Voilà. Et donc, vous voyez ce que je vais faire. Je vais dire, or, valeur absolue de Ni, c'est quoi? C'est valeur absolue de N scalaire X. I. C'est donc inférieur ou égal à valeur absolue, à norme
euclidienne de n, produit scalaire de deux vecteurs, norme de xi dans R2. Mais chacun de ces deux vaut 1. Donc chaque valeur absolue de chacune des composantes du vecteur normal extérieur, qui est un vecteur normal unitaire, et on s'en sert ici parce que ça c'est normé égal à 1 et ça c'est normé égal à 1 par rapport au vecteur de base de R2. Et donc on va pouvoir s'affranchir par majoration des valeurs absolues des NI. Et du coup, on obtient que l'intégrale sur d rho oméga de UN Vn moins U V NI eh bien, est inférieur ou égal. Donc, les valeurs absolues des NI, on les a majorées par 1. Et vous voyez ce qui apparaît. Il apparaît norme de UN moins U. Alors, L2, là, je vais préciser, hein, c'est sur le bord. Fois norme de Vn moins V. L2 sur le bord. Plus, ici, norme de UN moins U. L2 sur le bord, de L2 de d rond oméga, fois norme de V. L2 sur le bord, j'utilise comme tout à l'heure 3 fois Cauchy-Schwarz, plus dernier terme, norme de U, L2 sur le bord, fois norme de Vn moins V, L2 sur le bord. Et je ne sais pas si UN moins U comme Vn moins V tendent vers 0 au sens de la norme L2 du bord. Oui, mais si, on a l'information, c'est le gros théorème de Trace. Or, il existe un C positif tel que quel que soit V appartenant à H1 de oméga, théorème de Trace, eh bien, norme de V L2 du bord est majorée par C fois norme de V H1 de oméga. Donc là, je pourrais terminer en disant, si à la place de V, je mets Vn moins V, je mets Vn moins V, donc la norme de Vn moins V en norme L2 du bord tend vers 0, si la norme de Vn moins V en norme H1 de oméga tend vers 0, ce qui est bien le cas. Donc en fait, si vous voulez le réécrire, écrivons-le, hein, juste pour être sûr, mais on pourrait terminer, pour ceux qui ont un peu de lucidité sur nos écritures. Sinon, eh bien, vous écrivez sans, comment dirais-je, laisser à peu près dans la démonstration. Vous avez ici, alors là j'ai écrit, là il n'y avait pas de valeur absolue, là, hein, c'était comme ça, NI si vous voulez, voilà, un petit peu de réajustement. Et donc l'intégrale de UNVN moins UV NI, et donc inférieur ou égal, eh bien on va réécrire tout ça, mais à chaque fois qu'on a des L2 du bord, eh bien on va mettre C fois norme de la quantité H1 de oméga. Et donc vous voyez ce qu'il va y avoir, il va y avoir des produits, et donc il va y avoir C fois C, C au carré, et il va y avoir quoi? Eh bien écrivons-le, norme de UN moins U en norme H1 de oméga, fois norme de Vn moins V en norme H1 de oméga, plus norme de UN moins U, norme de UN moins U en norme H1 de oméga, fois norme de Vn moins V, fois norme de V, pardon, en norme H1 de oméga. Et puis en fait, il reste la dernière quantité, norme de U dans H1 de oméga. On réécrit tout en norme H1, ni plus ni moins, par la majoration du théorème de Trace. Norme de Vn moins V en norme H1 de oméga. Voilà. Mais là, grâce à l'hypothèse de départ, UN tend vers U en norme H1, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0, et ça tend vers 0. Autrement dit, on a bien que limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale sur oméga de UN Vn Ni égale, sur le bord de oméga, eh bien est égale à l'intégrale sur le bord de oméga de U V Ni. Ce qui termine la démonstration du théorème de la formule concernant la formule de Green, mais cette fois-ci dans H1. Alors à partir de cela, une première remarque maintenant. Si U appartient à H2 de oméga et V appartient à H1 de oméga, eh bien on a
la généralisation de la formule de Green que l'on vient d'obtenir dans H1, eh bien on va pouvoir écrire que l'intégrale sur oméga de D2U sur dxi carré fois V, c'est moins l'intégrale sur oméga de du sur dxi dv sur dxi plus somme sur le bord de oméga par du sur dxi v ni. En fait, il suffit d'écrire dans la formule que l'on vient de démontrer dans H1, eh bien, comme je l'avais fait avec les fonctions C1 et C2, eh bien, d'écrire ni plus ni moins, on remplit d sur dxi, la dérivée seconde, d2u sur dxi carré, c'est d sur dxi de du sur dxi. Oui, mais du sur dxi est dans H1, puisque u est dans H2. Donc, en fait, on utilise le résultat précédent et on a trivialement cette extension. Alors du coup, vous voyez ce que cela veut dire, puisque ça, je vais l'écrire pour i égale 1, 2, puis je vais sommer ces deux équations. Et donc, on a une deuxième remarque, qui est que eh bien, l'intégrale sur oméga de Laplacien uv, c'est moins l'intégrale sur oméga de grade u, grade v, plus somme sur le bord de oméga de du sur dn, V. Cette formule que j'avais écrite progressivement à partir de l'intégration par partie en dimension 1, puis pour les fonctions régulières C1, le théorème qu'on a écrit, qu'on vient de démontrer dans H1, puis après dans C2 avec cette formule-là et V dans C1, et puis ensuite en faisant la somme et on obtenait cette écriture, rappelez-vous. Eh bien là, on a exactement la même chose, mais maintenant dans H2. Ça c'est vrai, quel que soit U appartenant à H2 de oméga, quel que soit V appartenant à H1 de oméga. À partir du moment où on a la formule de Grimm au sens faible, on va dire, c'est-à-dire dans H1. Et donc, vous voyez ce qu'il en est. Je prends le U, donc maintenant, je n'ai plus qu'à reprendre soit U, solution de PC. Je multiplie par V, j'intègre sur oméga, et j'obtiens ça. Mais avec, donc, U qui est nul sur le bord, avec U qui est nul sur le bord, ce qui permettait de dire que les fonctions V, ce qui impliquait de faire que prendre que les fonctions V qui vont être dans H1 de oméga, elles vont être aussi nulles sur le bord. Je ne reviens plus sur tous les détails, puisque c'est ce que nous avions fait en son temps dans l'espace des fonctions régulières. Il nous avait fallu garder l'héritage, la mémoire de toute l'information du problème de départ, c'est-à-dire cette condition de Dirichlet. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, si V est nul sur le bord, cette intégrale est nulle. Et donc, on obtient eh bien, que si U est solution de PC, dans H2 de oméga, alors U est solution, eh bien vous voyez Laplacien U, V, ça va être moins somme sur oméga de F, V, puisque le Laplacien vaut moins F, ou moins Laplacien U vaut F, égale somme sur oméga de grade U, grade V, et ça va être vrai, quel que soit V appartenant à l'espace grand V, ou grand V, vous voyez ce que c'est ça, ni plus, ni moins. C'est cet espace grand V. Autrement dit, U est solution de PV. Qu'en est-il de la réciproque? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et donc, le problème, c'est véritablement maintenant de démontrer que si U est solution du problème variationnel, est-ce que U est bien solution du problème continu? Parce que je vous rappelle que les enjeux sont les suivants. On va procéder à une approximation par la méthode, par exemple, des éléments finis que je vous propose dans un autre cycle de cours, et on va procéder à une approximation, donc, de la solution du problème variationnel, dont on va montrer d'ailleurs l'existence et l'unicité aujourd'hui dans la foulée de manière extrêmement simple, puisque nous sommes dans le bon cadre fonctionnel. Mais est-ce qu'avec cette approximation de la solution du problème variationnel, est-ce que l'on est capable de remonter à la solution du problème de départ, c'est-à-dire celle du problème continu? Alors c'est pour tout de suite. Réciproque. C'est-à-dire, est-ce que PV implique PC? Est-ce que une solution, pour l'instant on ne sait pas encore qu'il y a une seule solution, mais enfin vous avez compris,
Est-ce qu'une solution du problème variationnel est bien solution du problème PC? Et ça, de prime abord, c'est mission impossible. Je vous explique pourquoi. Je vous rappelle que U, solution du problème variationnel, est dans H1, 0 de oméga. Je vous rappelle aussi que comme F, le second membre du problème continu, était dans L2, on cherche la solution du problème continu dans H2 de oméga. Or, vous avez évidemment H2 de oméga qui est inclus dans H1 de oméga. Donc en fait, ça veut dire que si vous avez H1 qui est ici et H2 qui est là, en termes de régularité, vous pouvez très bien avoir une solution du problème variationnel ici, dans H1, sans être pour autant dans H2. Or, il nous faut montrer que la solution du problème variationnel est la solution du problème continu, donc elle est dans H2. Donc, de prime abord, montrer par cette prise de conscience de position relative des espaces fonctionnels de périmètre de recherche des solutions, aussi bien pour le problème variationnel que pour le problème continu, l'implication PV implique PC posée comme telle n'est pas une bonne formulation. D'ailleurs, je vous renvoie à un autre cours que je présenterai sur les équations de dérivées partielles hyperboliques non linéaires, et on verra qu'il y a précisément des solutions faibles qui ne sont pas fortes. Autrement dit, des solutions d'une formulation faible associée aux équations en dérivées partielles hyperboliques non linéaires. Pour ne rien vous cacher, comme support de cours, ça sera l'équation, la fameuse équation de Burgers, qui est une équation dégénérée des équations de Navier-Stokes en mécanique des fluides. Et je montrerai qu'il y a des solutions faibles de cette équation de Burgers qui ne sont pas précisément des solutions fortes. Et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que c'est grâce à ces solutions faibles qu'on a pu, dans les années 60, montrer et comprendre ces problèmes de ondes de choc qui résonnaient lorsque le Concorde passait le mur du son. On ne comprenait pas d'où venait ce bang sonique. Eh bien, c'est justement par le canal de la mise en évidence de solutions faibles qui donc ne seraient pas fortes, dans H1 mais pas dans H2, que l'on a pu comprendre cette mécanique des ondes de choc. Je ferme la parenthèse et je reviens à nos affaires. Il y a donc un problème de prime abord. Alors, il y a deux possibilités de considérer cette réciproque. Soit la première possibilité, eh bien, c'est de montrer, j'écris, je ne démontre rien pour l'instant, montrer que U, solution de PV, eh bien, appartient à, évidemment, H1, 0, ça c'est par définition du problème PV, mais aussi à H2 de oméga. C'est-à-dire que si le problème de prime abord est posé dans H1, 0 de oméga, le problème contient lui-même en son sein ce qui est nécessaire pour proposer plus de régularité au périmètre de recherche de la solution dans H1, mais effectivement de pouvoir montrer que U est dans H2. Et ça, je vous renvoie à cette possibilité, notamment au livre, l'excellent livre de base de référence de Chaim Brezis, Analyse fonctionnelle et application. Et donc là, vous allez voir qu'il y a du travail pour montrer que la solution du problème variationnel qui est dans H1, 0 est également plus régulière que cela, elle est dans H2. Alors après, eh bien, le déroulement de ce que on va faire nous-mêmes coïnciderait au niveau du formalisme. Mais le problème de régularité initiale que je viens d'évoquer, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire la chose suivante avec beaucoup de lucidité, et je relate de manière extrêmement fidèle ce que j'ai entendu à plusieurs reprises du professeur Pierre-Arnaud Ravillard. Une fois de plus, je le cite, et vous le retrouverez dans ses ouvrages, notamment l'introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivées partielles. Et cette deuxième possibilité, c'est ce qu'il appelle la réciproque partielle. Parce que la vraie réciproque, vous avez compris, c'est U, solution de PV dans H1, 0. Alors on va montrer, premièrement, que U est dans H2 et effectivement que la formulation variationnelle permet d'obtenir l'équation aux dérivées partielles, c'est-à-dire grosso modo l'équation de la place perturbée moins la place U plus U égale F. C'est ce que nous allons voir de toute façon. Mais pourquoi il appelle ça une réciproque partielle? Eh bien, il va dire la chose suivante. Si U appartient à H2 de oméga, inter H1, 0 de oméga, est solution du problème PV.
est solution de PV. U est-elle solution de PC? Point d'interrogation. Vous voyez la différence avec la première position. La deuxième position, c'est dire je ne peux pas avoir toute solution H1 dans H2. Toute fonction de H1, évidemment, n'est pas de H2. Donc je vais dire, si je ne sais pas traiter cette histoire de régularité, si je ne sais pas traiter cette histoire de régularité, c'est-à-dire de montrer, comme le propose Reim-Bresis, par des outils d'analyse fonctionnelle appropriés, que finalement la solution dans H1 est aussi dans H2, ce qui n'est pas du tout évident de prime abord. Eh bien, Pierre-Arnaud Raviard dit, eh bien, la réciproque, le fond de la réciproque, c'est de dire, si U est solution du problème variationnel, mais qu'elle est déjà, en plus d'être H10, elle est dans H2, est-ce qu'on va pouvoir montrer à ce moment-là que U est solution du problème PC? C'est pour ça que c'est une réciproque partielle, parce que la vraie réciproque, c'est de montrer justement que U est dans H2. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, on a l'intégrale sur oméga de grade U, grade V, plus UV, égale somme sur oméga de FV, quel que soit V appartenant à H10 de oméga. Mais je respécifie avec U appartient à H2 de oméga inter H10 de oméga. Cette partie-là, le complément supposé par cette réciproque partielle proposée par Pierre-Arnaud Raviard, va nous permettre d'aller plus loin, parce que l'intégrale de grade U, grade V, on veut revenir au Laplacien, donc il faut procéder à l'utilisation de la formule de Green à l'envers, finalement. Et donc, or, on a l'intégrale sur oméga de grade U, grade V, qui s'écrit moins l'intégrale sur oméga de Laplacien UV, plus l'intégrale sur le bord de oméga de du sur dn V. Et ça, c'est vrai, je répète, quel que soit V appartenant à H10 de oméga. Oui, mais bon, V est dans H10 de oméga, donc V est nul sur le bord, donc cette intégrale-là est nulle. Et donc, dans la formulation variationnelle maintenant, si je réinjecte cela, qu'est-ce que j'ai? À la place de gradient U, gradient V, j'ai moins Laplacien UV. Donc on obtient moins l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U fois V plus U fois V, ça c'est le membre de gauche. Cette quantité-là, je la réinjecte avec le Laplacien et je factorise, égale somme sur oméga, donc le second membre, de FV, quel que soit V, appartenant à H10 de oméga. Bon, c'est juste un remplacement, mais on voit bien apparaître l'équation aux dérivées partielles dans l'intégrande, quelque part, de cette formulation. C'est-à-dire, on a l'intégrale sur oméga, si on regroupe tout, de moins Laplacien U plus U moins F, le tout V, égale à 0, quel que soit V, appartenant à H10 de oméga. Et on remarque que cette parenthèse-là est bien dans L2 de oméga, puisque, pour la dernière fois, je le rappelle, on a supposé que U est dans H2. Si U est dans H2, c'est dérivées partielles secondes qui nous intéressent pour former le Laplacien. Ces deux dérivées partielles secondes sont dans L2, le Laplacien de U est donc dans L2, U, et qu'est-ce que vous voulez, il est dans H10 inter H2, donc U est dans L2, évidemment, et F est dans L2, c'est la donnée. Donc cette quantité-là est dans L2, et on a que cette fonction, cette parenthèse intégrée contre toutes les fonctions V de H10, cette famille d'intégrales, puisqu'on en a autant qu'il y a de fonctions V, est nulle pour tout V dans H10 d'oméga. Vous voyez ce qu'on aurait aimé faire, On aurait aimé dire, on va prendre en particulier V égale moins Laplacien U plus U moins F. Du coup, on aurait l'intégrale de moins Laplacien U plus U moins F, le tout au carré égale 0. Et donc, moins Laplacien U plus U moins F égale 0 presque partout. C'est-à-dire, c'est l'équation de dérivée partielle. Moins Laplacien U plus U égale F dans L2. Donc, presque partout dans oméga. C'est le point de départ, c'est le problème PC. Et puis évidemment, comme U est dans H10, U est nul sur le bord. Ça, c'est la propriété de base élémentaire. Donc on aurait bien PV implique PC. Mais vous voyez que ce choix particulier de V, comme je l'ai évoqué de manière extrêmement formelle, est totalement illicite tel que je l'ai proposé. Pourquoi? Eh bien, c'est belote et rebolote. Regardez bien. Voilà L2.
de oméga. Et dans L2, il y a H1 de oméga. Oubliez le caractère nul sur le bord. En termes de régularité, j'ai cette famille d'équations variationnelles, c'est une famille d'équations variationnelles, qui a lieu dans H1 de oméga. Et je voudrais dire que V, eh bien, pour tout V dans H1 de oméga. Oui, mais mon élément que je veux choisir pour V égale cette parenthèse, il est peut-être là dans L2. Il est peut-être dans L2, mais pas dans H1. Puisqu'il est dans L2, il n'a aucune raison d'être dans H1. Donc, directement faire ce choix-là, ce n'est pas possible. Comment allons-nous y arriver? Eh bien, une fois de plus, c'est grâce à la densité, celle de D de oméga, dans L2 cette fois-ci, puisqu'en fait, on aurait aimé avoir cette écriture-là, pas quel que soit V dans H10, mais quel que soit V dans L2. Je viens de vous expliquer la raison pour laquelle cette motivation est forte naturelle. Donc, en fait, on aimerait avoir cette égalité, pas pour tout V dans H10, mais pour tout V, vous avez compris, dans L2. Parce que si c'était le cas, eh bien, on aurait la possibilité légitime de choisir V égale moins Laplacien U plus U moins F, qui est un bloc qui se trouve dans L2. Alors pour cela, première chose, ça va se faire en deux temps. Première chose, premier point, l'équation étoile est vraie, évidemment, dans D de oméga. Dans D de oméga. Car D de oméga est inclus dans H10 de oméga. Puisque j'ai dit que je vais utiliser la densité de D dans L2, il faut déjà que je prenne conscience que cette égalité-là a lieu dans D également. Et comme D est dense dans L2, il va propager aux fonctions qui sont dans L2 la propriété qui va être vraie dans D. Quelle est-elle? Eh bien, celle que je viens de dire, c'est-à-dire que somme sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F fois V égale 0, et cette fois-ci, je vais dire quel que soit V appartenant à D de oméga. Et je veux maintenant écrire que grâce à cela, ça va être vrai quel que soit V dans L2, le projet initialement proposé. Donc deuxièmement, on a D de oméga qui est dense dans L2 de oméga, c'est-à-dire que cette propriété par densité, par vraiment le terme de densité, il faut bien le comprendre au sens courant du terme, il y a énormément de fonctions de D de oméga pour n'importe quel élément de L2. Autrement dit, j'aimerais avoir cette égalité-là pour une fonction phi, on va dire, pour changer de nom, qui se trouve dans L2. Donc si je vais dire la chose suivante, soit phi appartenant à L2 de oméga, première chose, je peux dire qu'il existe phi n appartenant à D de oméga, tel que norme de phi n moins phi en norme L2 de oméga tend vers 0. C'est la densité. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pour les fonctions phi n? Eh bien, pour les fonctions phi n, j'ai exactement cette propriété, puisque phi n est dans D. Et je voudrais que cette propriété qui est dans D, je puisse la prolonger, propager. J'ai l'habitude de dire contaminer. Il faudrait contaminer les fonctions de L2 par la propriété des fonctions de D de oméga. Autrement dit, je voudrais écrire que l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F fois phi, j'aurais voulu montrer que c'est nul pour tout phi dans L2. Oui, mais je sais que c'est vrai dans D et pas dans L2. Alors je vais l'utiliser, cette propriété, précisément pour les fonctions phi n, donc qui sont dans D. Autrement dit, je vais dire que c'est l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F. Et là, je vais écrire phi moins phi n plus phi n pour faire apparaître la fonction phi n. Et ça, c'est, je ne sais pas, je voudrais montrer que c'est nul. Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, on obtient donc l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F fois phi, cette fonction quelconque dans L2. Eh bien, c'est égal à l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F fois phi moins phi n plus l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F fois phi n. Très simple. Oui, mais phi n est dans D. Et quelle que soit la fonction dans D qui
qui s'intègre contre la fonction parenthèse moins Laplacien U plus U moins F, eh bien ça, c'est égal à 0. Encore une fois, car phi n appartient à d de oméga. On obtient donc que maintenant, si je veux regarder cette quantité, je veux montrer qu'elle est nulle. Souvent, je dis, pour montrer que cette quantité est nulle maintenant, souvent je dis à mes étudiants à la Sorbonne, eh bien, on va fermer la porte pour montrer que c'est nul. La propriété de montrer qu'une quantité est nulle, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas comme si on voulait montrer que c'est égal à 1 ou à pi sur 2, ou à log de 2 divisé par racine de 3, etc., ou à 1048,24, vous avez compris. Le fait de montrer que c'est égal à 0, eh bien, on a la propriété de valeur absolue qui permet d'avoir un bonus par rapport à l'objectif, c'est-à-dire de montrer que cette quantité-là est nulle, puisque la valeur absolue ferme déjà la porte à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sera, si j'avais voulu montrer que c'était tendait vers 1, la valeur absolue n'aurait rien apporté, ou vers pi sur 2 log de 3, ça n'aurait rien apporté, mais la valeur absolue apporte, par essence, j'ai envie de dire tout de suite, une possibilité de bloquer par rapport au seuil de limite envisagé, c'est-à-dire 0, et c'est à gauche. Alors ça, c'est majoré par quoi? Vous avez compris que c'est qu'à partir du moment où j'ai bloqué à gauche, il suffit que je montre que c'est majoré par quelque chose qui tend vers 0. Ce que je n'aurais pas pu faire avec 1024,48. Il aurait fallu bloquer à gauche et à droite par 1024,48 plus quelque chose et moins quelque chose qui tend vers 0. Alors que là, eh bien, c'est tout simplement par l'inégalité de Cauchy-Schwarz que je vais réutiliser pour la énième fois. Moins Laplacien U plus U moins F en norme L2 de oméga, fois la norme de phi moins phi n en norme L2 de oméga. Oui, mais ça tend vers 0 par densité. Mais ça tend vers 0 par densité, point de départ et résultat fondamental. Donc vous voyez ce qui se passe. Quand n, ça c'est vrai, quel que soit n appartenant à grand N, donc en passant à la limite, par passage à la limite, on a eh bien, que l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F, phi égale à 0, quel que soit phi, appartenant cette fois-ci à L2 de oméga. Là, c'est maintenant légitime de dire, en choisissant phi égale moins Laplacien U plus U moins F, on a, que les choses soient claires au maximum, eh bien on a que l'intégrale sur oméga de moins Laplacien U plus U moins F au carré égale à 0, ce qui veut dire que moins Laplacien U plus U moins F égale 0, c'est-à-dire égale F presque partout dans oméga. Comme, point de rappel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, U appartient à H10 de oméga, alors on a évidemment que U sur le bord égale à 0. Ce qui veut dire que U est solution de PC. On a bien trois choses. U appartient à H2 de oméga. On a bien montré que moins Laplacien U plus U égale F dans oméga. Et on a que U sur le bord est nul. Ce sont les trois conditions qui définissent le périmètre et le problème continu, le problème PC. Alors, encore une fois, on a supposé le parti pris de Pierre-Arnaud Raviat, c'est cette réciproque partielle, mais elle a le mérite de montrer que si la solution est régulière et qu'elle n'est pas simplement dans H10 de oméga, ce qui serait illusoire de formuler comme tel que la solution est solution du problème continu, eh bien, en supposant cette régularité supplémentaire, on a bien montré que U est solution du problème continu. Et donc, on a montré dans ce cas-là, donc conclusion, on a que PC est équivalent à PV, je répète, sous réserve que la solution du problème variationnel soit dans H2, comme nous venons de le voir. Alors, remarque pour finir, remarque finale.
Eh bien, si l'on pose dans le problème PV, grand V égale H1, 0 de oméga. A de UV, l'intégrale sur oméga de grade U, grade V, plus UV, et L de V, l'intégrale sur oméga de F, V. Alors, on va remarquer la chose suivante. On peut montrer que H10 de oméga est fermé dans H1 de oméga. Et cette propriété-là, on verra la prochaine fois. Et du coup, cela confère à H10 de oméga la structure hilbertienne de H1 pour la norme et le produit scalaire de H1. Cela confère à H10 la structure hilbertienne. Alors ça, je vous renvoie à des résultats qu'on avait vus dans les chapitres espace de Banach et espace de Hilbert, rappelez-vous. La structure de Hilbert pour la norme H1 de oméga et le produit scalaire associé que nous avions introduit. Et du coup, eh bien, on montre eh bien, ce que j'avais déjà vraiment disséqué, analysé avec vous comme la première tentative, rappelez-vous, pour appliquer le théorème de l'Axe-Milgram, sauf que là, maintenant, on a avec H10 la bonne structure hilbertienne que nous n'avions pas avec C1 d'oméga bar, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important que vous ayez bien compris ce passage, ce transfert par complétude, hein, en quelque sorte. Mais on montre que A étant bilinéaire, donc A bilinéaire, est continu, et ça je l'avais déjà fait pour la norme H1. On avait vu aussi que A est coercive ou elliptique, hein, coercive ou elliptique, hein, ce sont deux terminologies. Ça, je l'avais déjà fait également. Et on montre aussi que L est linéaire et continue pour la même norme. D'ailleurs, ici, pour la même norme, je vais rajouter, pour être bien sûr que vous ayez compris, qu'il n'y a pas lieu de changer de norme, et c'est le propre de cette application du théorème de l'Axe-Milgram, si ce n'est que si vous êtes amené à faire un changement, un choix de normes différentes pour l'une de ces propriétés, il faut impérativement que les normes soient équivalentes entre elles, sinon l'application du théorème de l'Axe-Milgram est fausse. Alors, on sort le train d'atterrissage, et on a, il existe un U et un seul appartenant à H10 de oméga, tel que A de UV égale L de V, quel que soit V, appartenant à H10 de oméga. Je reprends. Il existe donc un U et un seul, c'est le théorème de l'Axe-Milgram que l'on peut maintenant appliquer grâce à la structure hilbertienne de H10 de oméga, plus les trois autres propriétés que nous avions déjà établies pour la même norme, la norme de H1 de oméga. Et donc il existe une solution, une seule dans H10 de oméga, telle que A de UV égale L de V pour tout V dans H10 de oméga. Autrement dit, il existe un U et un seul appartenant à H2 de oméga, solution de PC. Et donc, à partir de l'existence et l'unicité de la solution du problème variationnel, dans la mesure où on disposerait de ce que démontre Chaim Brezis dans son excellent ouvrage, que la solution du problème variationnel finalement est dans H2 de oméga, eh bien l'équivalence est totale entre la formulation variationnelle et la formulation forte. Dès lors que vous avez une et une seule solution pour la formulation variationnelle dans H10 de oméga, eh bien, par équivalence, il y a donc une et une seule solution du problème continu, cette fois-ci dans H2 d'oméga. Voilà, je m'arrête à présent. La prochaine fois, nous poursuivrons notre exploration, j'ai presque envie de dire touristique,
pronostic dans l'univers des espaces de Sobolev. Il y a d'autres propriétés à mettre en œuvre, évidemment. Il y a passé, on l'a un petit peu évoqué, on est passé de H1 à H2, il va falloir passer à HM, puisqu'il y a des problèmes aux dérivées partielles où des dérivées d'ordre supérieur interviennent et il faudra les considérer au sens faible du terme. Et puis, nous arriverons très certainement à devoir considérer encore plus faible que ces espaces de Sobolev où nous avons des dérivées faibles dans L2 pour considérer les dérivées faibles au sens des distributions. Voilà, à très bientôt, partagez, informez. Malheureusement, la tendance est plutôt vers un nouveau confinement. On l'attend d'une minute à l'autre. Ça fait des semaines que cela dure, mais malheureusement, la tendance n'est pas très bonne. Si l'on peut l'éviter, tant mieux. En tout cas, informez votre entourage, des étudiants qui sont en peine. Je reçois de nombreux messages. Je tente d'y répondre autant que faire se peut. Protégez-vous. À très bientôt. Bon courage.